Imaginez un mafieux si célèbre qu'il donnait des interviews, posait pour les médias et dînait avec les stars d'Hollywood. Alors que Los Angeles se vendait comme la ville des rêves, Mickey Cohen la contrôlait par la menace, la violence et des millions de dollars. Une véritable figure du crime qui a accumulé pouvoir, intimidé ses ennemis et côtoyé des célébrités comme s'il était l'une d'entre elles, jusqu'à ce que tout s'effondre. Aujourd'hui, vous allez découvrir son histoire comme jamais elle n'a été racontée. Mickey Cohen n'était pas un mafieux comme les autres. Il était craint, détesté et en même temps idolâtré par les médias. Pendant plus de 3 décennies, il imposa sa loi dans les rues de Los Angeles comme si elle lui appartenait. Violent, ambitieux et doté d'un charisme dangereux, il faisait la une des journaux tout en dirigeant un empire criminel depuis l'ombre. Sa présence était inoubliable. Costume sur mesure, sourire arrogant et un cortège de visages célèbres à ses côtés. Frank Sinatra, Dean Martin, Liz Renay, tous savaient qui il était. Certains l'évitaient, d'autres l'admiraient. Mais derrière les paillettes et les projecteurs se cachait un homme impitoyable. Un homme qui n'hésitait pas à écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Comme il l'a déclaré sans détour, « Je n'ai jamais tué un homme qui ne méritait pas de mourir. » Cette vidéo ne cherche pas à glorifier le crime. Ce que vous allez voir, c'est une histoire vraie. Une histoire où la violence, l'argent et la célébrité ont laissé leur empreinte dans les rues de Los Angeles, dans le sang. Section 1. Racines dans l'adversité. Bien avant de devenir un nom redouté, Mickey Cohen n'était qu'un enfant de plus parmi des milliers d'immigrants qui débarquaient en Amérique, les poches vides. Sa famille, d'origine juive, fuyait l'antisémitisme et la misère de l'ancien empire russe. Sans parler anglais, sans ressources, Max et Fanny Cohen arrivèrent à New York avec 6 enfants et un seul objectif, survivre. En 1913, dans un modeste quartier de Brooklyn, naquit le plus jeune de tous, Meyer Harris Cohen. Ce nom, des années plus tard, ferait trembler juges, policiers et rivaux du crime. Mais son histoire ne commença pas par le pouvoir, mais par la perte. À peine 2 mois après sa naissance, son père mourut. La famille se retrouva sans repère, et Mickey, sans figure paternelle. Max Cohen était un homme droit, travailleur et profondément religieux. Un modèle d'honnêteté. Tout ce que Mickey ne deviendrait jamais. Ce vide marqua sa route. En 1915, Fanny prit une décision courageuse. Quitter la côte Est et repartir à zéro à l'autre bout du pays. Los Angeles n'était pas encore la mégalopole que nous connaissons aujourd'hui, mais elle offrait déjà des promesses à ceux qui osaient se battre pour les saisir. Là, parmi des milliers d'immigrants cherchant leur place, grandissait un enfant qui, sans le savoir, n'allait pas construire un simple avenir, mais un empire, et il le ferait en marge de la loi. Section 2. Promesse brisée dans la Cité du Soleil. Lorsque les Cohen prirent la route vers l'ouest, ils le firent comme tant d'autres immigrants. Ils espéraient que Los Angeles leur offrirait ce que New York leur avait refusé. Au début du XXIe siècle, la ville californienne bouillonnait d'opportunités. Le chemin de fer progressait, le commerce prospérait, et le climat ensoleillé semblait une invitation à recommencer. Une terre idéale, du moins en apparence. Fanny Cohen installa sa famille à Boyle Heights, un quartier aussi divers qu'agité, où cohabitaient Italiens, Mexicains, Japonais, Chinois, Russes et Juifs. Une communauté vivante, certes, mais marquée par la pénurie. Les rues étaient rudes, la pauvreté, inévitable, et les services, presque inexistants. Fanny travaillait sans relâche pour nourrir et vêtir ses enfants, mais elle ne pouvait être partout à la fois. Sans père pour les guider, et avec une mère absorbée par la survie, Mickey et ses frères grandirent sans personne pour les remettre sur le droit chemin. Et la ville, avec son chaos, devint leur école. Encore enfant, Mickey commença à observer ce qui se passait dans les ruelles, au coin de rues sans loi, dans ces endroits où l'ordre n'existait pas. C'est là, dans ce paysage d'abandon et d'opportunités tordues, que se forgea son instinct le plus létal, celui de survivre sans règles. Section 3. Coups, rue et le début de la descente. Dans une ville sans boussole, Mickey Cohen trouva son guide au pire endroit possible, son frère aîné, Harry. Avec un père absent et une mère accaparée par le travail, Mickey grandit en observant celui qui vivait déjà en marge de la loi. La prohibition battait son plein, et avec elle, les paris clandestins, l'alcool illégal
et la violence comme langage quotidien. Harry l'entraîna très jeune dans le sale boulot. Ce qui, pour d'autres enfants, étaient des livres, pour Mickey, c'était des cachettes, des courses et des embuscades. Il allait à peine à l'école. À 30 ans, il ne savait toujours pas lire, écrire, ni même compter jusqu'à 5. Son éducation ne s'était pas faite sur des bancs, mais dans les ruelles et les tripots. À 8 ans, il connaissait déjà le système judiciaire. Arrêté par un agent de la prohibition, il fut envoyé en maison de correction. Il en sortit rapidement. Déjà récidiviste avant même d'avoir 10 ans. Cette même année, il attaqua un cinéma armé d'une batte de baseball. À nouveau arrêté. À nouveau enfermé. Cette fois pendant 7 mois. Mais il n'en tira aucune leçon. À sa sortie, il devint vendeur de journaux. En réalité, il était plutôt un combattant de rue. Les coins de rue étaient des territoires hostiles, et Mickey les conquit à coups de poing. Au milieu des bagarres quotidiennes, il découvrit quelque chose d'inattendu, un talent féroce pour la boxe. Ce talent, né de la violence, allait lui ouvrir de nouvelles portes. D'abord celle des rings, et ensuite, sans le savoir, directement celle du crime organisé. Section 4. Points, ambition et pacte avec l'ombre. Mickey Cohen n'était pas seulement un jeune violent. Il savait aussi frapper avec technique. À 11 ans, il monta pour la première fois sur un ring. À 13 ans, il était déjà champion junior poids-mouche à Los Angeles. Son nom commençait à apparaître dans les journaux. Enfin, il avait quelque chose de plus que la rue. Mais pour lui, la boxe n'a jamais été qu'un sport. C'était un moyen, une voie rapide vers le respect, l'argent et l'attention. Il continuait à se battre dans des tournois amateurs, mais dominait aussi les coins de rue en vendant des journaux, des sodas, des bonbons, et si quelqu'un occupait une place qu'il convoitait, il le délogeait à coups de poing. La Grande Dépression frappait durement le pays. À 15 ans, Mickey prit une décision, partir pour Cleveland, où l'attendait son frère Harry. Là-bas, il entra de plein pied dans le circuit professionnel. Mais le plus important ne se passa pas sur le ring, mais en dehors. Dans les vestiaires, les clubs, les dîners privés, il commença à côtoyer de vrais mafieux. Costumes élégants, montres en or, voitures imposantes, c'était un autre univers, et Mickey en fut hypnotisé. Les capis le remarquèrent rapidement. Ils virent en lui quelque chose qui ne s'enseigne pas, l'instinct, la faim et une frappe brutale. Ils lui proposèrent de s'entraîner à New York. Il accepta sans hésiter, mais Manhattan ne fut pas ce qu'il espérait. Les défaites lui firent perdre sa motivation. La boxe ne l'enthousiasmait plus. De retour à Cleveland, il trouva une alternative plus lucrative. Braquage à main armée. 2, 3 par semaine. Sans pause, sans peur, sans règles. Mais il commit une erreur. Il opérait sur un territoire qui n'était pas le sien. Les chefs de la mafia locale le convoquèrent. Et ce qui aurait pu être une exécution se transforma en sa grande chance. Ils virent du potentiel. Un exécuteur né. À 19 ans à peine, Mickey Cohen rangea les gants et prit les armes. Le boxeur venait de sceller son premier pacte avec l'ombre. Section 5. De l'embuscade à la mission. Le saut vers Los Angeles. Mickey Cohen était déjà, sans détour, un criminel professionnel. Braquage à main armée, violence constante et une ambition sans limite. Mais un coup mal préparé changea tout. Lors d'un braquage dans un café, sa bande tomba dans un piège. Il y eut une fusillade. Un de ses compagnons fut arrêté. Et peu après, un témoin identifia Mickey. Il fut lui-même arrêté. Et bien qu'il ait échappé à une lourde peine, sa réputation auprès de ses supérieurs en sortit ternie. La décision fut immédiate. Dehors de Cleveland. Son nouveau destin, Chicago. Nous étions en 1934. Al Capone ne régnait plus, la syphilis le consumait à Alcatraz. Mais son héritage restait intact. Le pouvoir était désormais entre les mains du Outfit, l'organisation qui avait repris son trône. Là-bas, Mickey fut accueilli par des poids lourds du crime. Matthew et Ralph Capone, frères du légendaire Al. Avec leur bénédiction, il monta des tables de jeu, mais elles étaient truquées. Les joueurs perdaient toujours. Et ça, dans le monde mafieux, c'est franchir une ligne sans autorisation. Ses supérieurs y virent une trahison grave. Verdict, expulsion immédiate. Mais cette fois, ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Depuis Cleveland, ils lui confièrent une nouvelle mission. Retourner
à Los Angeles. Ce n'était pas seulement un retour dans sa ville natale. C'était une mission. Là, bas, il ne l'attendait pas la rédemption, mais quelque chose de bien plus grand, l'opportunité de prendre le contrôle depuis l'ombre. Section 6. L'alliance qui a embrasé Los Angeles. En 1937, Mickey Cohen retourna à Los Angeles. Mais cette fois, ce n'était plus un jeune cherchant sa place. Il revenait avec une mission directe de la mafia de la côte Est. Sa mission, conquérir une ville qui échappait encore au contrôle du crime organisé. À la différence de New York ou Cleveland, où la mafia régnait d'une main de fer, Los Angeles était un autre terrain de jeu. Ici, le pouvoir appartenait à des policiers corrompus et des hommes d'affaires qui utilisaient le chantage comme commerce privé. Mais cela était sur le point de changer. Depuis New York, arrivait Benjamin Bugsy Siegel, l'un des mafieux les plus redoutés et les plus imprévisibles du pays. On le surnommait « le fou », et ce n'était pas pour rien. Bugsy avait carte blanche pour planter le drapeau de la mafia sur la côte ouest, et pour y parvenir, il lui fallait de la force, il lui fallait quelqu'un comme Mickey. En 1939, Cohen devint sa main droite, un exécuteur, un chien d'attaque, et Bugsy ne tarda pas à le lâcher. Ensemble, ils lancèrent une offensive brutale. Bars clandestins, bordels, commerce sous contrôle de maîtres chanteurs, tout devint leur cible. Mickey se chargeait du sale boulot, et il le faisait avec précision. La stratégie fut un succès. En peu de temps, Siegel et Cohen dominèrent le milieu souterrain de Los Angeles. Corruption, menaces, violence, c'est ainsi qu'ils bâtirent un empire. Et lorsque les autres voulurent réagir, il était déjà trop tard. Los Angeles avait de nouveaux maîtres, et ils ne demandaient pas la permission. Section 7. L'architecte du crime en Californie. Les années 40 marquèrent l'apogée de Mickey Cohen. D'exécuteur obéissant, il devint stratège avec un véritable pouvoir. Il ne recevait plus d'ordres. C'est lui qui les donnait. Dans l'ombre de Bugsy Siegel, son nom commença à peser. Mais Cohen ne voulait pas rester numéro 2. Il voulait devenir une légende. Son réseau de maisons de jeux s'étendit sans limite. Plus de 500 établissements, et chacun remplissant ses poches. Et ce n'était que le début. Là où il sentait l'odeur de l'argent, Mickey voyait une opportunité. Vêtements, alcool, parfums, essence, jusqu'aux sauces pour spaghettis. Rien n'était trop banal s'il pouvait en tirer profit. Restaurants, bars, clubs nocturnes. Des affaires légales en façade, mais parfaites pour blanchir de l'argent en coulisses. Bientôt, il ajouta la prostitution, l'extorsion et le trafic de drogue à son empire. Mickey Cohen n'était plus seulement un mafieux ambitieux. Il était un homme d'affaires du crime, avec sa propre marque. Sa vie privée suivait le même chemin flamboyant. Il épousa Lavonne Norma Weaver, une mannequin irlandaise au passé de prostituée. Une relation qui, au-delà du sentimental, l'exempta de partir à la guerre. En 1944, ils déménagèrent à Beverly Hills. Maison de luxe, voitures étincelantes, fêtes sans fin, Mickey vivait comme une star. Mais il restait un prédateur. Puis, Bugsy Siegel s'en alla. Épuisé par les procès, la pression et la guerre interne, il quitta la ville. Son départ laissa un vide. Mais Mickey ne le vit pas de cette façon. Pour lui, c'était le signe qu'il attendait. Il n'y avait désormais plus personne au-dessus. Los Angeles lui appartenait. Section 8. 2 fronts. Un ennemi. Le prix du trône. Lorsque Mickey Cohen prit le contrôle absolu du crime à Los Angeles, il déclencha 2 alarmes, l'une dans le monde mafieux et l'autre dans les couloirs du pouvoir. Certains voulaient sa place, d'autres le voir tomber, et tous étaient prêts à tout. L'un des premiers à réagir fut Jack Dragna, chef d'une des familles mafieuses italiennes les plus influentes de la ville. Pour lui, ce qu'avait fait Cohen était une provocation directe. Le déclencheur, l'assassinat de Bugsy Siegel, en juin 1947. Mickey, qui avait jusque-là été sa main droite, s'empara de ses opérations sans consulter personne. Surtout pas Dragna, pourtant un allié clé. Cet affront scella son destin. Dragna ordonna son élimination. À partir de là, les attaques commencèrent. Plusieurs tentatives d'assassinat, toutes violentes, toutes ratées. Mickey survivait, toujours. Pendant que ses ennemis perdaient hommes et influence, lui consolidaient son pouvoir. Son contrôle était si profond que même certains secteurs de la police et de la justice lui répondaient. Intouchable,
presque invincible. Mais dans l'ombre, un autre ennemi se préparait. Un ennemi qui ne voulait pas le remplacer, mais l'effacer. À la fin de 1946, naquit la Gangster Squad, une unité secrète dotée de plein pouvoir. 7 agents, pas de bureau, pas de dossier, pas de règles. Ils opéraient incognito, s'infiltrant là où personne d'autre n'osait entrer. L'un de leurs premiers coups fut brillant. Un agent déguisé en technicien de télévision parvint à placer un micro dans la maison des Cohen. Ce qu'ils enregistrèrent était de la dynamite. Et ils ne s'arrêtèrent pas là. La Gangster Squad n'écoutait pas seulement. Elle tirait aussi. Sa mission était claire, détruire l'empire de Mickey Cohen de l'intérieur. Désormais, il avait des ennemis sur 2 fronts, des mafieux qui voulaient sa mort et des agents infiltrés qui voulaient sa chute. Et pour la première fois, le gangster le plus visible de Los Angeles commençait à vaciller. Section 9. Le mafieux qui se prenait pour une star. Alors que d'autres chefs du crime préféraient l'anonymat, Mickey Cohen faisait exactement le contraire. Il cherchait les projecteurs. Il les poursuivait. Ce n'était pas seulement un mafieux. C'était un showman, un personnage public, un gangster avec des allures de célébrité. Il apparaissait en couverture des magazines, donnait des interviews, signait des autographes, posait comme s'il était une star d'Hollywood. Et on le traitait comme tel. Il fréquentait les clubs à la mode, entouré de politiciens, d'hommes d'affaires et de visages célèbres. Frank Sinatra, Dean Martin, Jerry Lewis, Sammy Davis Jr., Liz Renee, tous ont partagé au moins une table ou un verre avec lui. Mais Mickey ne voulait pas seulement le pouvoir. Il voulait l'admiration. Il voulait des gros titres et des applaudissements. Pour cela, il façonnait son image avec une précision chirurgicale, aider les pauvres, faire des dons, multiplier les gestes publics de générosité. Un bienfaiteur le jour, un criminel la nuit. Un gangster avec la charité dans une main et une arme dans l'autre. Il tentait d'acheter le respect avec des chèques, la rédemption avec des sourires, l'oubli avec sa présence médiatique. Mais dans les rues, la violence ne s'arrêtait pas. Et même s'il posait devant les caméras les balles, elles ne faisaient pas la différence. Car tôt ou tard, la célébrité aussi présente sa facture. Et la sienne était sur le point d'être réglée. Section 10. 9 fois au bord de la mort. Dans le monde du crime, atteindre le sommet est déjà un miracle. Y rester en vie est presque impossible. Mickey Cohen devint la cible d'une guerre sans fin. Les Dragna n'allaient pas laisser leur empire tomber sans se battre. Et il n'était pas seul. Des renforts arrivèrent de Chicago. La pression monta, les balles aussi. Los Angeles se transforma en zone de guerre. Les fusillades devinrent monnaie courante. Les rues, des tranchées. La ville tout entière respirait la peur. Mais Mickey résistait, comme s'il était invincible. Le 20 juillet 1949, les Dragna orchestrèrent l'attaque la plus violente de l'histoire du crime organisée à Los Angeles. Une embuscade brutale. 2 de ces hommes furent grièvement blessés. Cohen, une fois de plus, s'en sortit en marchant. Mais les conséquences ne se mesuraient pas seulement en sang. La violence commençait à étouffer les affaires. Les gains chutaient. Les civils subissaient les ravages d'une guerre qui n'était pas la leur. Et la presse commençait à gronder. Pourtant, les Dragna ne s'arrêtèrent pas. En une seule année, Mickey perdit des hommes, de l'argent et du contrôle. Puis vint la 9e tentative. Le 2 février 1950, Tom Dragna, le fils du chef, voulut achever ce que son père n'avait pas réussi. Il plaça 30 bâtons de dynamite dans la maison de Cohen. L'explosion rasa la résidence. Mickey survécut. Encore une fois, mais cette fois, le fracas ne pouvait plus être ignoré. Les journaux en firent leurs gros titres. Et ce qui n'avait été jusque-là qu'une guerre de gangs entra dans l'agenda du gouvernement fédéral. Section 11. Le jour où la loi frappa à la porte. En 1950, les États-Unis cessèrent de détourner le regard. Le crime organisé n'était plus une rumeur de ruelle. C'était une menace nationale. Et l'homme qui décida de l'affronter publiquement fut le sénateur Estes Kefauver. Il mena la plus grande enquête jamais réalisée contre la mafia dans l'histoire du pays. La commission Kefauver. Plus de 600 témoins, des audiences télévisées. Les noms les plus redoutés du milieu furent appelés à témoigner. Willie Moretti, Joe Adonis, Frank Costello et bien sûr Mickey Cohen. Le 17 novembre 1950,
Mickey fut convoqué au bâtiment fédéral de Los Angeles. La salle, bondée de caméras et de journalistes, n'attendait qu'une réponse. Cohen représentait-il une menace pour la sécurité nationale? L'épreuve laissait peu de place au doute. Pour les sénateurs, il n'était pas seulement un mafieux. Il était la preuve vivante de la corruption infiltrée dans les institutions. Mais sa chute ne vint ni d'une balle, ni d'une trahison. Ce fut le fisc qui porta le coup final. Le 6 avril 1951, Mickey et sa femme furent accusés d'évasion fiscale. La dette, près de 300 $. Aujourd'hui, cela équivaudrait à plus de 7 millions. Le procès débuta le 3 juin. La salle débordait. Reporters, photographes, même des stars de cinéma. La première à témoigner fut Lavon Weaver, son épouse. Elle affirma ne rien savoir. Et Mickey la défendit avec une phrase qui laissa tout le monde stupéfait. Elle n'en sait pas plus qu'un bébé d'un jour. Puis vint son tour. Il tenta de se défendre, mais les preuves l'écrasèrent. 12 jours de procès, 4 heures de délibération. Le verdict, coupable. 4 chefs d'accusation, 3 pour évasion fiscale, 1 pour fausse déclaration. La sentence, 5 ans de prison et une amende de 100 $, l'équivalent de plus de 800 € aujourd'hui. Mickey Cohen, le gangster qui avait défié tout le monde, avait enfin trouvé un ennemi qu'il ne pouvait pas acheter. La justice fédérale, section 12, du roi du crime à l'ombre derrière les barreaux. Après avoir été condamné pour évasion fiscale, Mickey Cohen ne baissa pas les bras. Il fit appel, insista, mais cette fois, la justice ne céda pas. En 1952, il entra à la prison fédérale de McNeil Island, dans le nord-ouest du pays. Et, étonnamment, son mode de vie changea à peine. Il mangeait ce qu'il voulait, dînait seul avec les gardiens, corruption, influence, faveur. Même en prison, Mickey continuait de tirer les ficelles. Il y passa près de 4 ans, en sortit pour bonne conduite. Mais quand il revint à Los Angeles, il ne restait presque rien de ce qu'il avait été. Son image était ternie, son pouvoir évaporé. Sa femme, Lavon, le décrivait comme un homme brisé, sans direction, et lui-même l'avouait. Il se sentait seul, abandonné, fini. Le dernier coup émotionnel arriva peu après. Après 18 ans de mariage, Lavon demanda le divorce. Puis vint le coup le plus dur. En 1961, le fisc revint à la charge. Un second procès, plus long, plus impitoyable. 40 et un jour de procédure. Plus de 200 témoins. Près de 1000 pièces à conviction. Cette fois, la dette dépassait les 400 $. Aujourd'hui, cela représenterait plus de 3 millions. Après 22 heures de délibération, le jury ne laissa aucun doute. Coupable. 8 nouveaux chefs d'accusation. La sentence, 15 ans. Le lieu, Alcatraz. C'est là que commença la véritable fin. Il passa peu de temps dans la célèbre prison avant d'être transféré à Atlanta. Et c'est dans cette cellule que l'histoire prit un tournant définitif. Un jour comme les autres, alors qu'il regardait les informations, son compagnon de cellule l'attaqua avec un tuyau en plomb. Fracture du crâne, hémorragie, 2 semaines de coma. Quand il se réveilla, Mickey Cohen n'était plus Mickey Cohen. Il souffrait de lésions cérébrales irréversibles. Il ne marcha plus jamais normalement. Le reste de sa vie, il le passa appuyé sur une canne. Brisé, silencieux, invisible. En janvier 1972, il sortit de prison. Il avait 58 ans, mais en paraissait bien plus. L'homme qui avait autrefois régné sur Los Angeles ne pouvait même plus tenir debout. Section 13. Le crépuscule du dernier gangster. Quand Mickey Cohen sortit de prison en 1972, plus rien n'était comme avant. La ville qu'il avait autrefois dominée ne le reconnaissait plus. Les visages familiers avaient disparu, les affaires aussi. Et son nom n'était plus qu'un écho du passé. Il retourna à Los Angeles, mais plus comme un gangster. Il y revint comme un homme brisé, fatigué et en décalage avec son époque. Les temps avaient changé. Il n'y avait plus de place pour les voyous à l'ancienne. Il passait ses journées à regarder des combats de boxe. Peu, être en cherchant, dans chaque coup porté, ce jeune homme qui rêvait autrefois de gloire sur le ring, avant de vendre son âme au crime. En octobre 1975, les médecins confirmèrent ce que son corps savait déjà, un cancer de l'estomac, en phase terminale.
Il survécut encore quelques mois. Le 29 juin 1976, Mickey Cohen mourut en silence, dans son lit, sans gloire, sans bruit. Mais sa mort ne marqua pas seulement la fin d'un homme. Elle scella la fin d'une époque. Une époque où le crime organisé régnait en toute impunité dans les rues de Los Angeles. À bien des égards, son histoire ressemblait à celle d'Al Capone. Tous deux adoraient les projecteurs. Tous deux furent terrassés par le fisc. Tous deux passèrent par Alcatraz. Et tous deux finirent brisés, loin des trônes qu'ils avaient un jour occupés. Jusqu'au bout, Cohen défendait sa propre morale avec des phrases comme celle-ci: « Je n'ai jamais touché à la prostitution ni aux stupéfiants. Mes transactions étaient propres. Si l'on peut appeler propre le fait de déplacer un demi-million de dollars en 1 minute et demie. Je n'ai jamais tué un homme qui ne méritait pas de mourir. C'était ma vie, ou la sienne. » Des mots froids, comme son héritage. Mickey Cohen fut bien plus qu'un criminel. Il fut le reflet de son époque, sombre, chaotique et brutalement réel. Clôture. Et ainsi se termine l'histoire de Mickey Cohen, une figure aussi dangereuse que médiatique, un symbole d'une époque où le crime arpentait les rues de Los Angeles en costume. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le contenu